co-organisé avec Unitech et la Technopole Bordeaux-Montessieu. Nous remercions l'HUMERIC et l'Institut de rythmologie et modélisation cardiaque de nous accueillir en ces locaux. Le docteur Ossini, cardiologue et directrice adjointe, nous fera une présentation en introduction du meeting. Cette 27e édition porte sur la politique d'innovation des laboratoires pharmaceutiques. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 grands laboratoires adhérents au cluster Juxo. Nous les remercions vivement du temps qu'ils veulent nous consacrer ce soir. Donc, nous aurons Vincent de Noël des laboratoires Pierre Fabre, Caroline Lézé de Roche et Charlotte Malcher de Sanofi. Leur présentation sera suivie de pitch de 5 startups innovantes, accompagnées par Unitech, ITRAS, Invivox, ePrévention, Trifroth et une startup adhérente au Juxo, Tingva. Et nous clôturerons, comme à chaque édition, par un moment de convivialité et des temps d'échange autour d'un cocktail. Sachant, je vais vous donner un timing, qu'il nous faut libérer les lieux pour 19h30 pour des raisons de sécurité. Merci de votre attention et je laisse maintenant la parole à le docteur Ossini. Merci. Merci pour cette introduction. Je vous souhaite aussi la bienvenue dans nos locaux. On est ravis de vous accueillir. Et puis, je vais vous présenter en quelques mots. Donc oui, je disais qu'on était ravis de vous accueillir dans nos locaux. Donc quelques mots de cet institut lyrique. Juste un petit rappel pour vous dire ce que c'est l'Institut hospitalo-universitaire. Ça a été fondé en 2010 par M. Sarkozy. Et donc il y a eu un gros plan d'investissement d'avenir. Il y a eu 6 IHU sur 20 dossiers, 6 ont été retenus, 3 sur Paris, 1 sur Strasbourg pour la microchirurgie, 1 à Marseille pour les maladies infectieuses de terrorisme. Et puis nous sur Bordeaux sur tout ce qui concerne la cardiologie, mais sur une thématique très focalisée qui était les dysfonctionnements électriques du cœur. On va voir un petit peu dans les autres diapositives pourquoi cette thématique focalisée sur le cœur. Comme vous pouvez voir sur cette diapositive, les maladies cardiovasculaires, vous voyez que c'est la première cause de mortalité des adultes dans le monde. En Europe, c'est la deuxième cause. Et vous voyez que ça représente environ 17 millions de personnes qui meurent de maladies cardiovasculaires. Alors, plus spécifiquement sur les maladies du rythme cardiaque, avant que le cœur ne se contracte, il lui faut une étincelle électrique pour qu'il puisse se contracter. Si vous n'avez pas d'étincelle électrique, le cœur ne se contracte pas. Ce qui explique que parfois, quand vous avez des fréquences cardiaques qui sont vraiment très basses, en dessous de 40 battements par minute, eh bien, on met des pacemakers chez les personnes qui en ont besoin pour justement impulser cette étincelle électrique pour qu'il y ait une contraction du muscle cardiaque. Donc nous, on va s'intéresser juste au niveau des troubles de cette étincelle, ce qu'on appelle tout ce qui est trouble du rythme, donc la fibrillation auriculaire, la mort subite, et puis l'insuffisance cardiaque, mais vraiment sur son côté électrique. Alors on a beaucoup de tâches à accomplir dans notre feuille de route. On a bien entendu une excellence scientifique à promouvoir, l'excellence scientifique qu'on avait déjà, sur le plan international, on est reconnu. On a également une tâche d'innovation, on doit innover, on doit valoriser. Alors dans le sens où on savait beaucoup innover, peu valoriser, c'est aussi dans nos tâches. Le soin aux patients, bien entendu, et la formation auprès des personnels médicaux, paramédicaux et autres. Alors les instituts en général sont un modèle innovant, donc on favorise le translationnel, et j'aime à dire tout le temps que la recherche ici dans cet institut est un peu différente des instituts d'INSERM, de recherche INSERM ou CNRS, où il part d'une problématique travail fondamental, et puis ensuite on voit si ça peut être projeté ou si ça peut aider les patients.
Et nous, c'est plutôt l'inverse. On a des questions en clinique, puisqu'on fait beaucoup de recherches cliniques, donc on se pose beaucoup de questions en clinique, et ensuite on voit nos chercheurs pour qu'ils essayent de répondre à cette thématique, à ces problèmes et à ces questions. Donc, ce qui fait vraiment une thématique très focalisée et une recherche dite inversée. Donc le translationnel est vraiment extrêmement favorisé, donc on a également une approche extrêmement multidisciplinaire sur une thématique très focalisée, les troubles électriques du cœur. On a plusieurs expertises, plusieurs disciplines qui vont s'accrocher, que je vais vous montrer un peu plus tard. On est effectivement aussi très attractif sur le plan international et national. Et puis à l'horizon 2025, c'est quand même l'idée, c'est d'être autofinancé. Donc c'est ce que je vous disais au niveau de la multidisciplinarité. Donc vous avez toute l'équipe clinique qui est sur l'hôpital Olévêque, là, à 1,5 km d'ici. Et autour de ça, vous avez donc les technologies de la santé, tout ce qui est modélisation pour diminuer un petit peu l'impact sur la recherche animale, et puis la pathophysiologie en général, et tout ça pour l'innovation, la formation et le soin aux patients. Donc, je vais vous parler maintenant de notre thématique un peu plus spécialisée. Je vous ai parlé de la fibrillation auriculaire, qui est une arythmie donc de l'oreillette, où vous avez une contraction complètement désorganisée de cette oreillette. Le ventricule lui-même, la fréquence cardiaque, c'est-à-dire quand vous prenez votre pouls, c'est l'activité du ventricule lui-même, elle est désorganisée, le cœur bat entre 100 et 150 battements par minute, mais de façon complètement irrégulière. Ce qui fait qu'en temps habituel, on ne sent pas son cœur battre. Quand on ne le sent pas, c'est que tout va bien. Du moment où on commence à sentir des palpitations, ou sentir son cœur battre, c'est qu'il y a un problème. Donc cette arythmie, fibrillation auriculaire, est une cause majeure d'accidents vasculaires cérébraux, puisque 20% des AVC sont liés à une fibrillation auriculaire. Et vous voyez qu'en Europe, ça touche 5 millions, en France, on n'est pas loin de 2 millions de personnes atteintes. Alors on a été leader dans cette, je reviendrai un peu plus tard. Puis ensuite, on s'intéresse également à la fibrillation et l'élastement du ventricule, donc la fréquence cardiaque que vous prenez au pouls. Et donc là, autant au niveau de l'oreillette, vous pouvez fibriller sans souci tant que le muscle cardiaque lui-même se contracte bien, vous n'allez pas faire une syncope immédiatement. Alors que quand cette fibrillation, donc vous imaginez une contraction complètement anarchique et inefficace du ventricule, là, au bout de 15-20 secondes, ces personnes-là que vous réanimez, c'est une perte de connaissance. Et au-delà de 5 minutes, 10 minutes, si vous n'avez pas des équipes de secours devant vous, vous êtes décédé. Donc vous voyez qu'en Europe, c'est 350 000 morts. En France, c'est entre 40, c'est difficile à avoir exactement un chiffre rond, un chiffre exact, mais c'est entre 40 et 45 000. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup plus, ça fait presque 50 000 morts par an. Juste pour mettre en perspective, les accidents de la voie publique, ils sont à 32, je ne sais plus. Donc 50 000, c'est autant que les accidents de la voie publique, les mortalités des deux cancers les plus dévastateurs, qui sont les trois, 5, côlon et poumon. Et malgré cet enjeu de santé publique, je sais pas, on très peu parler. Et puis notre thématique un peu plus focalisée qui est l'insuffisance cardiaque, mais l'insuffisance cardiaque, c'est quand une partie du cœur ne se contracte pas très bien par rapport à une autre partie du cœur, donc par exemple le ventricule droit par rapport au ventricule gauche, ça claudique, il y en a un qui se contracte à un temps zéro et l'autre qui se contracte beaucoup plus tardivement. L'idée, c'est de mettre des pacemakers, des sondes à l'intérieur des cavités cardiaques pour essayer d'harmoniser la contraction et permettre une meilleure éjection du sang. Alors, cette fibrillation auriculaire qui concerne l'oreillette, nous avons été les premiers à montrer en fait, d'où elle naissait et puisqu'on a montré les premiers cas en 1995, donc c'est tout récent, il y a une vingtaine d'années, mais avant c'était considéré comme quelque chose qui ne pouvait absolument pas traiter. Vous mettez des médicaments et puis vous mourriez avec votre fibrillation auriculaire, point barre. Et donc on a été la première équipe au monde à montrer qu'en fait que cette fibrillation auriculaire naissait d'un tissu très particulier qui était les veines pulmonaires,
qui sont ces veines qui ramènent le sang du poumon oxygéné, du sang oxygéné qui le ramène les poumons au niveau du cœur. Et donc dans ces veines pulmonaires ici, vous avez un petit scanner, il y a des muscles, là c'est l'oreillette gauche, et là vous avez des muscles qui s'étendent jusqu'à l'intérieur de ces veines pulmonaires, et en fait, ces muscles-là sont capables de donner de la fibrillation auriculaire. Donc ici, dans le cadre de cet institut de recherche, on essaye de mieux comprendre l'origine de ces arythmies, le mécanisme de ces arythmies. Est-ce que c'est plus un foyer qui va décharger? Est-ce que c'est plus un circuit de réentrée? Et puis, on travaille aussi beaucoup avec des boîtes de devices essentiellement américains pour essayer d'améliorer les outils pour cautériser, puisqu'on va cautériser, en fait on met des cathéters à l'intérieur du cœur, on va repérer les signaux électriques qui ne sont pas normaux, et puis ensuite on va envoyer un courant de radiofréquence et on va brûler le tissu à l'intérieur. Nous, l'avantage, c'est qu'on a un organe qu'on peut explorer par l'intérieur et par l'extérieur du cœur, en faisant 3 petits trous ici au niveau fémoral, au niveau d'artère ou des veines. Au niveau de la fibrillation ventriculaire, donc cette fibrillation qui entraîne 40 à 50 000 décès par an, là aussi on a été la première équipe à montrer en 1999 que en fait, cette fibrillation ventriculaire était initiée par des cellules très particulières. Et c'est ce tissu électrique qui recouvre en fait, qui tapisse toute la cavité du ventricule, qui s'appelle le système de conduction, le système électrique de Purkinje. Et pour vous donner une idée, le cœur est composé à 98% de muscles et puis 2% de câbles électriques qui permettent la propagation de cet influx électrique et qui permettent la contraction efficace du cœur. Et bien, on a montré en 99-2000 que l'origine de ces morts subites en fait était liée à une anomalie de ce tissu électrique. Si je vais trop dans le détail, ou si c'est pas assez dans le détail, vous m'interrompez et je vous apporte les explications nécessaires. Dites-le moi. Donc, c'était... je vais passer ça. Donc, pour vous donner aussi un autre exemple des choses innovantes qui se font dans cet institut, on explore des patients qui ont déjà fait des morts subites, qui ont eu la chance d'être récupérés par un massage, une réanimation, et ils sont implantés d'un défibrillateur implantable. Donc, à la prochaine mort subite, eh bien, ils ont un petit défibrillateur à l'intérieur d'eux qui leur permet de faire un choc électrique. Et malgré ça, ils ont quand même plusieurs chocs électriques. Alors vous imaginez, vous m'écoutez là, tout, et puis tout d'un coup, vous avez une décharge électrique. Donc une fois par an, ça va. Quand vous en avez 2 ou 3 fois par mois, ça vous bousille votre vie. Donc on reprend ces gens-là, en fait, on les explore, et on explore l'intérieur du cœur ainsi que l'extérieur du cœur, avec une veste qui est assez particulière. Au lieu d'avoir une douzaine d'électrodes, je ne sais pas si vous avez déjà vu un électrocardiogramme, vous avez à peu près une douzaine d'électrodes sur le torse pour faire un électrocardiogramme, et bien là on a une veste qui a 250 électrodes, donc qui va vraiment envelopper le cœur à l'avant et à l'arrière, sur une espèce de veste que vous mettez, et qui va nous permettre vraiment de regarder le cœur par toutes les fenêtres avant, arrière, dessous. Et on a pu remarquer en fait, pour certaines fibrillations ventriculaires, là aussi c'était quelque chose pour lequel on ne pouvait pas grand-chose il y a des années de ça. Et on s'est rendu compte que dans une pathologie très particulière de ces morts subites, qu'en fait, ce n'était pas une anomalie du tissu qui était diffuse, comme on aurait pu le penser. Et on a pu montrer vraiment que ces anomalies, dans certains cas, dans la plupart des cas, étaient localisées dans une partie du ventricule. Ce sont tous ces petits points, toutes ces petites taches rouges. Et ça, c'est le ventricule droit. Et le ventricule gauche, vous voyez que vous pouvez le croire, il n'y a aucune tache rouge. Donc celui-là est complètement le même. Et je vais vous montrer juste une petite vidéo qui vous montre exactement qu'est-ce qui se passe pendant que la fibrillation, pendant que le patient en fait, est en train de décéder. Vous voyez que vous avez une activité qui est complètement chaotique ici, alors qu'ici, elle est un peu plus simple. Voilà. Donc ça permet d'apporter un meilleur traitement. Et ça, le troisième thème de l'Institut, c'est l'insuffisance cardiaque, mais vue sur le plan électrique. Donc je vous ai parlé des sondes de pacemaker qu'on va mettre dans une partie du cœur, la plus retardée, pour essayer vraiment d'avoir une contraction la plus homogène, avec différents types de pacemakers, des pacemakers classiques.
C'est-à-dire que vous avez une sonde qu'on va mettre à un bout dans une cavité cardiaque et qui est reliée à un boîtier que vous avez ici au niveau du pectoral. Et puis se développe de plus en plus cette nouvelle technologie qui est le pacemaker sans sonde. Donc c'est cette petite capsule avec une technologie folle embarquée dedans et que l'on va aller déployer à la pointe dans une cavité du ventricule et puis qui ne sera pas relié à un boîtier. Voilà, donc notre institut, c'est 140 personnes qui y travaillent. On a 17 nationalités différentes, donc c'est très riche. On a su aussi attirer des talents de l'étranger, des États-Unis, du Canada, Brésil. Enfin, vous voyez que tout converge vers la France et Bordeaux en particulier. Nous avons également dans cet institut une plateforme technologique qui vient en appui des différentes expertises ici dans l'institut. Et nous avons donc de la cartographie optique, du microscopie confocale, du patch clamp. On a ici une IRM qui est un petit bébé là, qui pèse 11 tonnes et qui est une IRM de 9,4 Tesla. C'est pratiquement unique en Europe, cette IRM de 9,4 Tesla qui s'intéresse essentiellement au cœur. Ces IRM existent, mais surtout en neurologie. Et pour le cœur, c'est assez rare. Et à l'intérieur, vous avez un trou d'une trentaine de centimètres dans lequel on peut insérer des cœurs perfusés. On ne peut pas insérer de patients, bien sûr, mais des petits cœurs perfusés qui sont à peu près de cette grosseur. Et ça va permettre d'avoir une résolution de l'ordre de 200 microns. Donc on va vraiment de plus en plus dans le détail de ce cœur. Voilà, donc vous êtes dans ce bâtiment qui fait 7300 mètres carrés. Vous êtes dans le bâtiment A où il y a à peu près 900 mètres carrés avec cet amphithéâtre de 120 places. Vous avez ici le bâtiment des bureaux des chercheurs sur 4 étages. Et puis ici, vous avez toute la plateforme expérimentale sur laquelle on travaille. L'autre originalité aussi de cet institut, c'est qu'on a ce qu'on appelle des programmes cadence, qui est l'utilisation des cœurs humains qui ne sont pas utilisés, qui sont révoqués pour la greffe. Donc là, on s'adresse à on a des cœurs de patients qui sont au-delà de 65 ans, donc ce sont des cœurs qu'on ne peut pas greffer. C'est des gens qui ont eu des accidents cérébraux, c'est souvent des accidents vasculaires cérébraux, qui sont d'état neurovégétatif et qui sont décédés, mais on peut quand même étudier leur cœur. Donc, on a une quarantaine de cœurs, et pour nous, c'est vraiment ce qui va nous permettre vraiment d'affiner notre compréhension des mécanismes d'arythmie. Voilà. Pour faire un peu cocorico, ici un petit diagramme de notre contribution. Nous avons toutes les années un congrès qui se passe dans différentes villes aux États-Unis. Chaque année, ça change. Et c'est le plus gros congrès d'électrophysiologie. Et vous voyez qu'en 2017, nous avons contribué pour 5% de toutes les publications dans ce congrès, ce qui est quand même énorme. Et pour vous donner un ordre d'idée, la Mayo Clinic, qui est une grosse clinique aux États-Unis, à Rochester, vous voyez qu'elle en a soumis 14. Et nous sommes largement devant. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop longue et je pourrai répondre à vos questions. Nous allons poursuivre par la présentation de la politique d'innovation des laboratoires pharmaceutiques. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la première présentation Vincent de Noël, du laboratoire Pierre Fabre. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Alors je vais griller la politesse à mes deux collègues féminines, désolé. C'est l'ordre alphabétique un petit peu ça. Laboratoire Pierre Fabre, ça vient avant Roche, ça signifie tout simplement. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à l'invitation de Gypso. Merci, je suis également de vous accueillir.
Je vais vous présenter d'abord le laboratoire Pierre Fabre, que vous ne connaissez peut-être pas. Vous connaissez sans doute certainement ses produits, mais peut-être pas le laboratoire. Et sa politique d'innovation, une partie de sa politique d'innovation, j'ai choisi de vous présenter des actions en termes d'open innovation. Vous verrez, l'innovation fait partie intrinsèque de notre laboratoire. Alors, Pierre Fabre, c'est un laboratoire, c'est un petit laboratoire. Quand on va se comparer avec mes collègues de tout à l'heure, c'est un petit laboratoire pharmaceutique. Et qui a une caractéristique, c'est d'avoir deux grandes activités. Une activité dermocosmétique, qui est très connue au travers des marques que vous connaissez tous, Aven, Aderma, Chlorane, produits Furtera, des produits de dermocosmétique. Et également donc, des médicaments. Donc vous voyez, à peu près 60% de chiffre d'affaires maintenant sur la dermocosmétique et un peu moins d'1 milliard sur le médicament, avec là aussi une grande variété de produits. On va de produits de OTC, de dentifrice, de produits à statut cosmétique, jusqu'à des anticancéreux. Donc un motto également chez Pierre Fabre, de la santé à la beauté, qui illustre parfaitement ce span d'activité très large. On est très multi-produits, multi-statuts. Pierre Fabre, c'est d'abord l'histoire d'un homme au départ, un créateur, monsieur Pierre Fabre, qui a disparu en 2013 et qui a créé le laboratoire au début des années 60, dans sa arrière-boutique de sa pharmacie, en créant notamment sur la base de Ruscus un produit, un vénotonique qui s'appelle Cyclo 3, un vieux produit mais qui est encore aujourd'hui utilisé. Et puis, monsieur Fabre, n'ayant pas d'héritier direct, il a créé une fondation pour assurer la transmission de son labo. Il a créé une fondation en 2000, il a fait évoluer une loi française pour qu'on puisse, une fondation d'utilité publique puisse détenir un groupe industriel. Et donc en 2008, il a fait une première donation de 2/3 de ses actions à peu près. Et à son décès, il a fait de la fondation des détents universels, ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe, les flèches ont un petit peu sauté, je pense à n'importe des slides, mais ce sont des flèches. Le groupe, en fait, est détenu aujourd'hui, c'est une structure capitalistique très particulière, elle est détenue à 86% par cette fondation d'utilité publique, et à peu près une petite dizaine de pourcents, 8 ou 9% aujourd'hui par les salariés, et le reste étant de l'autocontrôle, donc une structure capitalistique très spécifique. Ce qui fait que nous, quand on travaille chez Pierre Fabre, on travaille avant tout pour une fondation qui a des actions humanitaires. Quel type d'actions? Des actions d'éducation dans le domaine de la santé, mais également des actions spécifiques sur certaines pathologies, donc actions en Afrique et également en Asie du Sud-Est. Par exemple, en ce moment, la Fondation finance des actions autour de la recherche et de la lutte contre la drépanocytose, une maladie du sang très, très invalidante, qui sévit beaucoup en Afrique, mais également donc, l'éducation des personnels de santé. Laboratoire Pierre Fabre, ça rime aussi avec Sud-Ouest. On est ici à Bordeaux. Alors, on est plutôt nous centrés sur le Midi-Pyrénées et sur le Tarn, donc Castres, c'est les cercles concentriques, Castres dans le Tarn. Le Tarn ensuite, Midi-Pyrénées, le Sud-Ouest de manière générale. Vous voyez les implantations qui sont très, très centrées sur cette région. En Nouvelle-Aquitaine, on a une implantation à un site qui n'est pas forcément très connu, qui est le site de Pau, qui est une grosse usine de production dans laquelle qui travaille à peu près à 90% d'ailleurs pour des clients extérieurs, qui fabriquent des produits, des Defisa notamment, pour des clients extérieurs. 100% de notre recherche se fait en France. On a aujourd'hui 4 centres de recherche. Le principal où je suis basé est à Toulouse. Également un centre à Saint-Julien-en-Genevois, à côté de la frontière suisse, et des centres sur Castres. Un attachement fort, ça fait partie des missions réelles de Pierre Fabre d'assurer aussi le développement des territoires. C'est partie des valeurs de l'entreprise aujourd'hui. Mais ça ne nous empêche pas de nous projeter aussi sur le monde. Aujourd'hui, on est présent notamment dans 47 pays, au travers de filiales essentiellement de commercialisation, donc plutôt un focus Europe. Également en Afrique, on est assez présent sur l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, on commence à l'être sur l'Afrique de l'Est, et puis l'Asie, évidemment, qui est une grande région de développement avec la Chine, le Japon, Taïwan. Et on commence à ouvrir quelques centres d'innovation, plutôt sur la partie dermocosmétique, dans des pays comme le Brésil ou le Japon, où on se doit en fait de développer des produits, on appelle ça la localisation, des produits qui répondent à des besoins locaux assez spécifiques. Une caractéristique importante du groupe également, c'est la dimension des produits, des substances naturelles. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure le Cyclo 3 à l'origine du groupe, 40% des produits du chiffre d'affaires aujourd'hui est
composés par des produits issus de substances naturelles. Et si on rajoute les laboratoires Aven avec des produits à base d'eau thermale, on monte à 70%, même plus de 70% du chiffre d'affaires du groupe qui est donc d'origine naturelle. Donc ça, c'est aussi une dimension très importante du groupe. On a une des plus grosses collections, la première collection privée au monde d'échantillons de plantes. Je vous en reparlerai tout à l'heure en termes d'innovation. Et voilà, donc nos axes principaux, je n'ai pas de slide dessus, nos axes principaux sont l'oncologie et la dermatologie. En termes de recherche, dermatologie, hein, la peau est quelque part aussi une thématique très centrale pour le groupe. Et j'ai souhaité donc vous faire un focus sur l'open innovation. On parle beaucoup de ce buzzword, hein. Alors avant ça s'appelait du partenariat, maintenant ça s'appelle de l'open innovation. Dès qu'on franchit la porte d'une entreprise ou d'un labo, on parle d'open innovation. Mais pourquoi on fait de l'open innovation? Je veux juste rappeler cette évidence. On estime à peu près dans le monde, c'est une estimation qui est difficile à faire, mais peu importe si on se trompe. Les enjeux sont là. On estime aujourd'hui à peu près à 200 milliards d'euros l'effort annuel de recherche on va dire en biotech dans le monde. Nous, Pierre Fabre, on a un gros budget de R&D, alors qui n'a rien comparé au budget de mes collègues qui étaient représentés tout à l'heure. 150 millions d'euros, ça peut paraître énorme, c'est insignifiant. Quand on fait ce petit rapport, ce petit ratio, c'est juste une réalité qu'on rappelle à nos collègues internes. On représente, allez, bon an, mal an, si on compare les euros au volume de science, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on représente au mieux 0,08% de la science dans le monde. Donc il vaut mieux qu'on aille la chercher effectivement à l'extérieur. C'est juste, ça peut paraître idiot, mais c'est juste un petit rappel qu'on a beaucoup d'ailleurs fait à nos collègues récemment. On est rentré dans une phase de restructuration et de refonte complète de notre système de R&D en interne, et ça fait partie des messages aussi qu'on distille en interne, on énonce également à l'extérieur. Ces partenariats, chez Pierre Fabre, on a fait plusieurs types de partenariats. Historiquement, certains produits phares du groupe, notamment en oncologie, ont été développés avec partenariat avec le CNRS, donc depuis plus de 30 ans maintenant. Et on a des partenariats très importants avec tout un tas de partenaires académiques, privés, publics, des partenariats aussi avec certains concurrents, un certain nombre de labos. On doit voir normalement, je sais pas si Sanofi dans la liste, mais Roche est dans la liste certainement, parce qu'on a commercialisé par exemple en France là, récemment un produit de Roche. Donc c'est des partenariats, je dirais, opportunistiques, d'opportunités, je sais pas comment il faut dire. Mais en tout cas, on le fait couramment. Voilà, c'est votre retenir ça. Deux initiatives assez intéressantes et puis un peu originales. On a une collection de plantes qu'on considère comme un trésor. En général, un trésor, vous l'entourez, vous le cachez, vous le planquez au fond du jardin, en tout cas vous ne le partagez pas. Donc nous on a fait le pari inverse. On a fait une démarche qui s'appelle Nature Open Library qui vise à partager notre librairie de plantes sous un format en fait où on partage des plaques de certains extraits avec des prospects et de manière anonyme. En fait on anonymise les plaques. Et si les prospects trouvent des guides sur ces plaques, là on va dire lever l'anonymat, moyennant en partenariat sur le sujet. C'est une démarche assez originale qui nous a permis notamment de nouer des partenariats avec des gens en dehors de la pharma, des gens du food, des gens du vétérinaire par exemple. Voilà. Un autre truc sur les fragments, les fragments naturels, même type d'approche. Donc voilà, c'est un petit peu des opérations un petit peu inhabituelles. Je ne vais pas vous parler de R&D pharma, vous connaissez ça certainement. Si vous voulez qu'on en parle, on pourra en parler, je pourrais également vous en parler, mais je voulais vous donner cette dimension un peu plus originale. Et puis rappeler aussi une évidence, chez Pierre Fabre, on peut dire la même chose d'autres labos, hein, en fait en général, les labos historiques ont un certain nombre d'assets. Ces assets, c'est des savoir-faire. Ça fait 50 ans qu'on développe, qu'on pratique les différents métiers du pharmaceutique. Donc on les maîtrise relativement bien, enfin, en tout cas c'est ce qu'on a la faiblesse de croire. Donc on a ces savoir-faire. On a également quelque chose qui est très important en termes d'assets, des intimités avec les parties prenantes, que ce soit les pharmaciens, les médecins, comme dans notre cas, les patients, les POL. Enfin, on a un écosystème qu'on maîtrise relativement bien. On a également des marques, je vous en ai parlé, des marques, une image, en tant que groupe, une réputation, ça ce sont des assets, des actifs. On a quelques moyens financiers, je vous disais, on n'est pas très gros à l'échelle d'un petit labo pharmaceutique, mais on a quand même des moyens qui peuvent être aussi intéressants pour des structures plus petites. Et puis on a aussi un portefeuille existant avec des histoires à raconter. Tout ça, on peut très bien l'associer avec des startups ou des structures plus petites. Alors ne vous focalisez pas sur le terme de startup, c'est sur les structures plus petites ou les structures partenaires.
et elles vont avoir des offres innovantes en termes de produits ou en termes de services. Elles peuvent avoir des technos qui ne sont pas les nôtres. On parle beaucoup d'e-santé en ce moment. Je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle de plus en plus des digital therapeutics. C'est comment soigner autrement que par la pharmaco. On peut soigner avec le digital aujourd'hui. Donc il y a des choses qui émergent là-dessus. Et donc, combiner ces deux choses, ça nous paraît assez évident dans la mesure où la plupart de ces acteurs ont des solutions très innovantes, mais pas forcément l'accès au marché. Et tout ce que je vous ai mis sur la page de gauche sont nos assets historiques, et c'est en général ce qui favorise l'accès au marché pour n'importe quelle solution. Voilà. Donc je voulais rappeler cette évidence parce que pour nous elle est fondamentale, et dans mon action aujourd'hui, je m'intéresse, je me focalise un peu plus sur des sujets d'innovation de rupture, c'est un peu le cœur de l'histoire. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les laboratoires Pierre Fabre. Une dernière chose, et ça peut aussi expliquer aussi ma présence aujourd'hui ici, on a fait 2 ans de suite une petite action qu'on refera dans le futur, qui est une journée d'innovation, d'open innovation. Alors on fait beaucoup d'interclustering, le GIPSO avec d'autres structures, on est très proche du pôle cancer de santé qui va devenir Eurobiomède, il y a une fusion avec Eurobiomède qui est annoncée, mais ça nous permet aussi de proche en proche quelque part de toucher très rapidement beaucoup d'acteurs et qu'on n'aurait pas forcément été chercher. Je vais vous donner un seul exemple, et il y a peut-être des représentants dans la salle, le cluster basque, qu'on a, grâce au GIPSO, que nous avons été mis en contact avec ce cluster. C'est des gens qui ne sont pas très loin, et pour autant, c'est des gens qu'on ne connaissait pas. On avait du mal à franchir les Pyrénées, c'était un peu trop loin pour nous, et on a découvert cet écosystème grâce à ce type d'opération. Voilà. Donc c'est aussi un exemple de ce qu'on peut réaliser. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je remercie Emmanuel de m'avoir invité pour parler de Roche et d'innovation. J'avoue que quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, oh là là, parler d'innovation en 10 minutes, ça va peut-être être court. Après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ça va peut-être être long, parce que je vais essayer de vous brosser de ce qu'est l'innovation en fait chez Roche. Parce que finalement, pour moi, elle intervient vraiment à différents niveaux. Donc on verra si je ne tiens pas les 10 minutes, et comme ça, ça laissera le temps s'il y a des questions. Alors pour commencer, ça je vais passer très vite, c'est juste pour dire que Roche, c'est une compagnie qui a été créée en 1896. On est présent dans plus de 100 pays, avec presque plus de 90 000 employés. Ça a été une entreprise familiale, il y a toujours en fait la famille qui est derrière l'actionnaire, derrière Roche. Et donc il y a vraiment une politique d'innovation qui s'est faite pour que cette société reste encore présente en 2019. Et en fait, on va dire que la première politique d'innovation, c'est la politique de recherche et développement qui est vraiment faite par Roche. Et j'ai envie de dire que si vous deviez retenir un chiffre de cette présentation, parce que je vous en ai mis beaucoup, c'est l'investissement qu'on fait en recherche et développement, puisque c'est 1 million d'euros par heure, par jour, 365 jours dans l'année, qui sont donnés à la recherche et au développement. Donc là, je vous ai dit, je vous ai mis beaucoup de chiffres, donc moi ce que j'aime bien, c'est montrer en fait surtout le nombre de patients qui est inclus dans les essais cliniques. Aujourd'hui, en France, c'est plus de 33 000 patients qui sont inclus dans les essais cliniques, avec 11 types de cancers différents dans les études cliniques, 72 molécules en développement, avec 2 axes forts. Donc Roche est vraiment pionnier de la médecine personnalisée, puisque je vous montrerai plus tard, Roche, on a aussi Roche Diagnostic. Donc ça nous permet vraiment de développer nos molécules et les tests compagnons qui vont avec. Aujourd'hui, on retourne aussi vers la neuroscience avec des molécules dans la sclérose en plaques. On a souvent été les first in class. Maintenant, on souhaite être the best in class. C'est vraiment une volonté de Roche, et que même si on n'arrive pas les premiers, on souhaite donner la meilleure thérapeutique aux patients et aux personnes. Là, j'ai fait un petit, je me suis amusée à faire un petit focus. On est assez présent finalement en région Nouvelle-Aquitaine,
Il y a presque 40 personnes qui travaillent pour Roche en Nouvelle-Aquitaine avec différentes fonctions. On a des médecins régionaux, on a des attachés scientifiques, on a des personnes plus proches de l'association de patients, du testing, donc on est présent. On a plus de 150 études en cours avec les différents établissements, aussi bien Roche promoteur ou Roche distributeur des études. Et on a 7 partenariats avec l'Institut Roche et on a un gros partenariat à Limoges avec Arrivamed. Donc Roche est assez présent en région Nouvelle-Aquitaine. L'Institut Roche, c'est, on va dire, d'un autre axe d'innovation. C'est une structure qui est unique en Europe. C'est une structure multidisciplinaire qui n'a vraiment pour vocation que de la recherche. Et de la recherche via des partenariats publics ou privés. Et c'est vraiment un accélérateur scientifique dans la recherche pour tout ce qui est molécule, avec une vraie volonté d'être toujours au service du patient. Pourquoi la structure d'Institut Roche est innovante? C'est qu'en fait, on a 3 différentes structures de recherche, avec la partie pharmacie, PIRED, la partie qui vient des États-Unis avec Genentech, GIRED, et la partie Chugai. Et en fait, il y a des firewalls entre chaque, et on les met en compétition au sein même de l'Institut pour développer et trouver des nouvelles molécules. Donc ça, c'est vraiment notre force en France d'avoir l'Institut présent. Ensuite, donc je vous ai parlé d'innovation thérapeutique, et j'aime travailler chez Roche pour ça, c'est que toute innovation thérapeutique chez Roche, on souhaite l'accompagner d'une innovation sociétale. On a été pionnier de Cancer at Work, donc c'est améliorer les conditions de travail pour les patients atteints de cancer, pour qu'elles puissent rester dans l'emploi. Aujourd'hui, on va dans la sclérose en plaques, dans les neurosciences. On développe un nouveau programme qui est Travail Essai, et c'est essayer d'accompagner et de modifier les lois pour tous les patients atteints de sclérose en plaques ou pour les proches aidants, sachant que les patients atteints de sclérose en plaques, c'est des patients très jeunes qui sont touchés par une première crise aux alentours des 30 ans. Et donc c'est quand ils sont dans la force, on va dire, de l'emploi, qu'ils vont être touchés par la maladie. Donc c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions avec les institutionnels, les politiques, les médecins, les patients et les proches aidants pour améliorer en fait le maintien à l'emploi, voire favoriser l'emploi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on défend et on souhaite toujours défendre en même temps le patient et les droits des patients. Et enfin, on va dire, c'est presque hier, il y a une vraie révolution qui va arriver avec la data. On parle beaucoup de data, on parle du Health Data Hub en France, avec l'ouverture de toutes les plateformes de données. Et on pense que chez Roche, en associant la thérapie, le diagnostic et les data, ça va être une vraie révolution et on va arriver vers non qu'une médecine personnalisée, mais une réelle médecine prédictive où on sera capable de peut-être prévoir quelle maladie aura un patient, quelle molécule fonctionnera mieux. Donc on a une vraie volonté d'investir dans les data. On a plusieurs projets, dont un en France qui est PRM, qui est vraiment une infrastructure de données en vie réelle, où là on part de la data pour proposer des nouveaux modèles de prix en France et favoriser l'accès à l'innovation des thérapies nouvelles. Voilà, pour proche. Merci Camille. Après les présentations des grands groupes, place aux startups. J'appelle Laurent Olivier de Trace. Je vous rappelle la règle du jeu, c'est 5 minutes afin qu'on respecte le timing et qu'on ait un petit peu de temps pour échanger ensuite autour d'un verre à la main et c'est sympathique. C'est Laurent Olivier, Trace. Bonjour. Bien, bonjour à tous. Laurent Olivier, j'ai créé la société Utrace il y a 3 ans avec 2 de mes associés, donc 10 ans d'expertise dans la traçabilité
dispositifs médicaux. En fait, on a créé une solution pour répondre à 3 besoins. On intervient entre les fabricants et les patients au travers des établissements de santé. Donc le premier besoin, c'est de se mettre en conformité avec un décret de traçabilité européen applicable depuis 2008 dans chaque établissement de santé, qui est de remettre une fiche de traçabilité à chaque patient qui a eu un implant. Vous pouvez sonder autour de vous si chacun dans votre famille a la marque et le numéro de l'eau de l'implant dans son corps. C'est obligatoire depuis 2008. Deuxième besoin, c'est de répondre à un décret applicable depuis février de cette année pour tous les médicaments fabriqués. Pour lutter contre la contrefaçon, il va falloir lire chaque boîte de chaque médicament et vérifier si le numéro de série qui est sur chaque boîte a bien été référencé et déposé dans une base européenne par chacun des fabricants. Donc vous imaginez toutes les pharmacies en Europe et les pharmacies à usage interne dans les hôpitaux, pour vérifier que chaque boîte qui rentre est conforme et n'est pas de la contrefaçon. Donc grosse révolution. Et le troisième besoin là-dedans, qui est de pouvoir connaître exactement quel est le coût d'une intervention chirurgicale, patient par patient, établissement par établissement, puisqu'aujourd'hui vous savez que les coûts par intervention sont régis par une nomenclature par la CCNM qui donne un coût à l'acte, mais après à l'intérieur, que vous en ayez pour 1 000 euros, 3 000 ou 4 000 euros de coût de matériel ou de coût de dispositif, c'est votre problème à l'établissement. Donc maintenant, vu la baisse des remboursements en vue des effets de ciseaux que subissent les établissements de santé, ils sont tous à la recherche d'un moyen de capturer le coût. Donc, nous avons créé une solution complètement innovante, complètement mobile, basée sur une tablette de santé, qui va permettre dans les pharmacies, dans les PUI, pharmacie à usage interne de chaque établissement de santé, de pouvoir réceptionner tout ce qui rentre dans la pharmacie, les dispositifs médicaux, donc ce sont des champs, des gants, des compresses, tout ce que vous voulez, les dispositifs médicaux implantables, qui sont les implants que vous allez avoir dans votre corps, et les médicaments. Donc tout ça, tous les jours, ça représente entre 500 et 1000 boîtes à réceptionner tous les jours. La première barrière, qui était la difficulté depuis plus de 10 ans sur la traçabilité, c'est que toutes les boîtes d'implants qui arrivent, toutes les boîtes de dispositifs qui arrivent dans les pharmacies, contrairement à l'industrie, contrairement à l'agroalimentaire, les codes barres qui sont sur ces boîtes-là ne sont pas standards pour une grande majorité. Ça avance, ça avance dans la standardisation, mais ça ne l'est pas. Donc comme les codes barres ne sont pas standards, n'étaient pas compris par les systèmes, ils devaient tout ressaisir à la main. Donc vous imaginez des numéros de lot sur 12 caractères, c'est long et on se trompe. Donc c'était la première barrière. Donc nous on a inventé un système expert qu'on a breveté, France-Europe, qui permet à la lecture de chaque code barre de l'interpréter et d'afficher à l'opérateur que je viens de réceptionner une boîte de tel fabricant, de tel numéro de lot, telle numéro de série et telle date de péremption. Parce que la péremption, elle est assez courte quand même malgré tout. On base des péremptions de 5 à 6 ans dans certains cas. Donc ça, on a créé cette solution-là et on l'a déployée. Donc maintenant, ça fait 15 mois qu'on commercialise la solution. On est à 15 établissements installés, publics, privés et Unicancer, pratique. Donc, la solution va permettre d'être capable de réceptionner tout ce qui rentre dans les pharmacies et de suivre la traçabilité de tout ce qui est distribué dans les services ou dans les salles opératoires. Deuxième grand pavé, dans chaque salle d'opération, chaque infirmière de salle, chaque IBOD, chaque assistant va utiliser cette tablette pour scanner tout ce qu'elle utilise sur un patient. On va scanner le patient d'abord pour s'assurer que c'est bon. On va ensuite capturer un ensemble d'informations sur le temps, etc., mais surtout tout ce que j'ai utilisé. Alors évidemment, une boîte d'implant comme celle-ci, c'est grand, c'est facile, mais il y a par exemple des fils de suture, c'est tout petit. Un fil de suture, ça ne vaut pas grand-chose, mais multiplié par le nombre de fils de suture, multiplié par le nombre de patients, le nombre de jours, ça représente du volume et des coûts. Donc tout ça, on l'escale, très bien. Et bien sûr, comme c'est un assistant, on va pouvoir également alerter l'infirmière que le produit est périmé ou que le produit n'est pas en conformité avec ce qu'on demande, etc. Donc plein d'assistance au travers de ça. Vous imaginez derrière, c'est en faisant ça, on va emmagasiner dans une base de données un ensemble d'informations d'usage. Je vais savoir dire qu'est-ce que j'ai consommé comme médicament, anesthésie par exemple, comme dispositif ou comme implant par patient, par procédure, par chirurgien, par établissement. Et on a une base de données aujourd'hui
très intéressante pour les établissements qui vont te dire j'ai enfin une notion d'usage et de coût à l'intervention. Et on sort même des alertes automatiques d'écart d'intervention similaires pour comprendre d'où viennent ces écarts. Et on a des écarts qui viennent parfois des échecs de pose, des produits qui ont été utilisés non posés, des produits qui n'étaient pas conformes, ou alors de surconsommation de certains produits. Voilà, donc tout ça c'est très intéressant. Ça montre qu'on peut avancer, qu'on peut innover, mais par contre, on a aussi des barrières et des freins. Un deuxième paradoxe dans la santé, alors moi je viens de l'industrie, j'ai passé plus de 20 ans dans l'industrie, mais dans la santé, il n'y a rien d'interopérable, malheureusement. Donc à chaque fois que vous avez un logiciel, vous en achetez un autre, ah, mais est-ce qu'il veut bien parler à lui, et alors vous leur payez 8 000, 10 000, 15 000 euros pour pouvoir parler. Donc ça, c'est plus possible, quoi. C'est pas possible de travailler comme ça. Donc ce sont des freins, des verrous qui, derrière, quand ça se réalise, ça prend 2-3 ans pour arriver à brancher tout ça, et puis à un moment donné, ça a aussi un budget très conséquent. Donc on arrive maintenant à être la solution interopérable, c'est-à-dire que vous avez tous entendu parler de GHT, des groupements d'hôpitaux de territoire, mais ils ont tous des logiciels différents, donc si on veut capturer de l'information dans le CHX ou le CHY, il faudrait changer tous les systèmes d'information pour voir qu'ils communiquent. Nous, avec ça, on arrive à être interopérable et remonter l'information. Voilà, donc je vais assez vite là-dessus. Et enfin, sur la partie sérialisation, ce qu'il faut comprendre, c'est que les laboratoires vont envoyer leurs médicaments, nous, on va lire ces boîtes de médicaments et on va envoyer dans les systèmes d'information de chaque établissement les références, les numéros de lot, et on va interroger la base européenne pour s'assurer que le produit est bien conforme ou qu'il est en contrefaçon. Et cette liste de produits à surveiller, elle est à géométrie variable. Il y a une définition du texte, mais tous les mois, ils en rajoutent parce qu'ils trouvent des contrefaçons en Europe. Et donc, ils rajoutent certains produits, le Omeprazole par exemple, qui viennent dedans, qui se rajoutent à la liste pour être surveillés comme contrefaçon. Donc, vous voyez un peu l'évolution. C'est assez long et fastidieux. Donc voilà, et donc, nous, on est une start-up de 15 personnes. On a 15 clients maintenant, on est à peu près sur un établissement par mois que l'on installe. Bonjour à tous, je vous remercie pour l'invitation. Docteur Rossini, vous m'avez un peu stressé tout à l'heure parce que je sens mon cœur battre. Je suis stressé, mais bon, je suis rassuré d'être là. Je suis ravi de faire cette présentation ici à l'UHU et j'espère même revenir à l'UHU parce que je pense que dans un de vos piliers qui est la formation, on peut être un partenaire pour l'organisation et le rayonnement international de vos formations. Donc Invivox a pour vocation d'accompagner les professionnels de santé dans la formation continue, qu'ils soient le pourvoyeur de formation, lui faciliter la vie dans l'organisation et la gestion de la formation, ou le professionnel de santé qui lui cherche à se former. Donc j'ai créé Invivox, c'est la concrétisation de 15 ans d'expérience de travail dans les blocs opératoires à amener de l'innovation dans le bloc opératoire, c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans, et un constat. Un constat que le médecin, le professionnel soignant, le professionnel de santé ne se limite pas à écouter un patient, à diagnostiquer ou à faire un geste. Être un personnel soignant, c'est de savoir proposer à chaque patient la meilleure solution. Et ça, ce qui est important, la meilleure solution en fonction des connaissances actuelles. Et ce monde de la santé est en pleine évolution. Les personnels soignants, les professionnels de santé sont chahutés, leur pratique est complètement chamboulée par cette évolution et nous, les startups, on est là pour la représenter. Donc la preuve, c'est cette digitalisation du métier. Moi, maintenant je fais du digital, mais les évolutions sont aussi dans le domaine de la génétique, l'imagerie, la robotique. Alors, tous ces personnels soignants, ces professionnels de santé sont remis en question en permanence. Donc aujourd'hui, il y a un besoin exponentiel de mise à jour des connaissances. Et nous, aujourd'hui, Invivox, notre vocation, c'est accompagner les professionnels de santé dans cette mise à jour des connaissances. Donc, comment Invivox devient ce partenaire de confiance? Comme je vous l'ai dit, on a vocation à accompagner
Donc pour accompagner, aujourd'hui, nous on a une équipe de 20 personnes basée ici à Bordeaux qui passe son temps à essayer de fluidifier, simplifier la vie de ces personnes qui vont d'un côté organiser des formations ou essayer de trouver et participer à des formations. Pour ceux qui organisent des formations, quand on est médecin, on a ce savoir, mais faire savoir qu'on a le savoir, c'est compliqué. Organiser, gérer, faire la promotion, faire venir les gens, gérer toute la partie logistique, c'est compliqué et c'est ce qui freine aujourd'hui la proposition de formation à un moment où il y a un besoin exponentiel de formation. Idem en face, vous êtes un personnel soignant, vous avez des contraintes, vous êtes dans votre pratique tous les jours et vous vous dites j'ai besoin de me former, où est-ce que je vais chercher cette formation? Donc nous, Invivox, et c'est la solution que je vais vous présenter, dans ce contexte de besoin croissant de formation, voilà, on a créé une solution qui se compose de 4 services. Donc un logiciel, ce logiciel est destiné aux, ce que j'appelle moi les pourvoyeurs de formation, ces gens qui doivent proposer de la formation. Ce logiciel permet de créer une formation, de la mettre en ligne et de suivre toute l'activité qu'il va y avoir autour de cette formation, c'est-à-dire les inscriptions, toutes sortes de demandes, des messages qu'on voudrait envoyer, des messages qu'on reçoit, et tout ça centralisé sur un outil unique. Ensuite, en parallèle, on a une plateforme, parce que toutes ces formations, il faut qu'elles soient visibles, et l'idée de la plateforme, c'est de centraliser toutes les formations en un seul endroit et permettre à un professionnel de santé qui désirerait se former de trouver la formation idoine. Je suis chirurgien orthopédique spécialisé dans l'épaule, j'ai une barre de recherche, je tape arthroscopie épaule, ou je tape le nom d'une pathologie, etc. Notre moteur de recherche va nous proposer toutes les formations qui pourraient correspondre à sa demande. Ensuite, on a une équipe support, parce que l'important dans tout ça, c'est l'expérience que doit vivre l'utilisateur. Quand on recherche une formation, quand on veut proposer de la formation, l'idée c'est de diminuer les frictions, et une manière de diminuer les frictions, c'est d'être accompagné. On est digital, alors nous on gère des algorithmes toute la journée, de la donnée, etc. Mais l'idée c'est de faire émerger plutôt l'intelligence humaine qu'artificielle. L'intelligence artificielle est un outil, si elle n'est pas pilotée par l'intelligence humaine, ça n'a pas de sens. Donc nous, malgré le digital, on met beaucoup d'humains pour accompagner toutes ces personnes. Et enfin, la visibilité. La formation, pour qu'elle ait lieu, il faut qu'elle soit visible, il faut que les personnes qui aient besoin de se former soient conscientes que la formation est à disposition. Et au sein, on a une équipe qui utilise toute la puissance du digital. Et grâce au digital, c'est fou ce qu'on peut faire. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure d'une formation qui a lieu à Bordeaux, mais dans la formation précédente, on a vu des médecins kenyans, des médecins népalais qui sont venus se former à Bordeaux. Donc grâce au digital, on est capable d'aller toucher un médecin à Marmande comme d'aller toucher un médecin au Népal. Donc voilà, donc pour simplifier notre solution, si vous êtes formateur, elle permet de simplifier l'administration et l'organisation des formations. Elle permet de centraliser et de gérer en un seul endroit toute l'information liée à la formation qu'on propose. Et ensuite, nos équipes sont là pour aider à donner de la visibilité à ces formations. Quand vous êtes un professionnel de santé, vous pouvez trouver sur notre plateforme, en un seul endroit, tout un panel de formations. Alors aujourd'hui, si vous allez visiter sur la plateforme Invivox, vous allez trouver 400 ou 500 formations. C'est pas énorme par rapport aux besoins, mais on est dans une phase d'accélération et dans les mois qui arrivent, on va passer à 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 formations en fonction des spécialités. Aujourd'hui, les formations qu'on trouve sur Invivox sont des formations présentielles, c'est-à-dire que les gens se déplacent. L'ADN d'Invivox au départ, c'était permettre de recréer le compagnonnage, c'est-à-dire la transmission de la médecine par les pairs, puisque aujourd'hui, la médecine en devenant de plus en plus technique, elle a besoin d'accompagnement, ou la personne a besoin d'accompagnement. Donc c'est mettre une personne à côté d'une autre personne. On a pris la version plus simple finalement, qui était de continuer dans ce qui existait déjà, pour faire du compagnonnage présentiel. Et à partir du deuxième trimestre de cette année, on va ouvrir des solutions techniques qui vont pouvoir permettre de faire du compagnonnage distanciel, c'est-à-dire de mettre des gens l'un à côté de l'autre sans qu'ils soient réellement à côté de l'autre. C'est-à-dire, je suis, pour un exemple, radiologue, je suis connecté à Bordeaux, je peux me connecter avec une personne à Tokyo, on met toutes nos images et nos outils sur un cloud et on se parle avec un petit casque et on a l'impression d'être l'un à côté de l'autre. En célioscopie, on a une tour de célio, une tour d'arthro,
Je travaille, je suis sur mon patient, j'ai un casque et j'ai une personne en face, dans une ville, ailleurs dans le monde, ou même en France, qui peut communiquer avec moi et je lui montre ce que je fais, ou je peux le regarder opérer et l'assister dans l'opération. Donc on ne fait que du présentiel actuellement et on ouvre à partir de ce deuxième trimestre des fonctionnalités qui vont permettre de faire de la formation distancielle. Alors encore une fois, ce qui est important, c'est que nous, on ne propose pas de la formation, on n'est pas un organisme de formation, on ne fait pas du contenu, on est vraiment là pour assister ces gens qui ont le contenu, qui ont le savoir et qui ont besoin de le transférer et de le faire savoir. Donc aujourd'hui, voilà, on existe depuis 2 ans, on a des partenariats, qui sont de beaux partenariats, comme vous pouvez le voir, on travaille avec le Presbyterian Hospital à New York, on est en train de signer un accord avec le CHU de Montréal, on travaille avec des hôpitaux en France comme l'hôpital européen Georges Pompidou, mais on travaille aussi, on collabore avec d'autres entités comme les centres de formation, à l'image du Medical Training Center de Rouen qui a ouvert il y a 1 an et demi. On est leur partenaire donc, pour la promotion de leur formation uniquement internationale pour l'instant. Et en 1 an et demi, à peu près 200 personnes sont venues se former à Rouen, une 60aine de nationalités. Et c'est nous qui avons permis à Rouen, qui avons été l'organe de gestion et de promotion de ces formations. Je ne vous parle que des formations internationales parce qu'en France, la formation, c'est principalement du DPC. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le DPC, c'est le système de la formation médicale continue qui est un système un peu cloisonné mais qui permet de faire de la formation gratuite en France, c'est-à-dire financée par l'État ou les institutions qui portent les salariés. Et à partir du mois de mars, on ouvre une fonctionnalité sur la plateforme qui va permettre d'aider les institutions qui gèrent du DPC à gérer administrativement ce mode de formation qui est extrêmement long. Et aujourd'hui, il y a des freins à la proposition de formation DPC dans des instituts, hôpitaux, etc. parce que c'est extrêmement lourd à gérer. Et nous, on utilise l'outil digital pour simplifier et automatiser toute cette lourdeur administrative. On collabore aussi avec des sociétés savantes. On va commencer à accompagner 3 sociétés savantes dans le mois qui vient. Et on travaille aussi avec des laboratoires du dispositif médical et j'espère bientôt avec nos propositions de e-learning, de simulation, etc. avec des laboratoires pharmaceutiques. Enfin, pour vous donner un exemple de ce qu'on fait, voilà le genre de formation et des équipes avec qui on travaille. Le professeur Eric Huguet et le Dr Quentin Delost sont 2 chirurgiens du CHU de Bordeaux qui ont développé un projet qui s'appelle Pelvicare. Alors là, je vais lire mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pelvicare est un projet qui est dont la vocation principale est d'être un accélérateur d'innovation en stimulant le partage des connaissances multi- et transdisciplinaires entre experts afin de proposer aux patients les meilleurs soins et techniques possibles. Et donc l'ambition de Pelvicare, c'est de partager cette innovation à l'échelle nationale et internationale grâce à l'accès à la formation et à de nouvelles techniques chirurgicales, aux innovations thérapeutiques, etc. Et aujourd'hui, on a commencé à collaborer avec eux l'année dernière. Ils ont organisé 2 événements, 2 masterclass, plus d'une 60aine de personnes qui se sont déplacées, plus de 20 nationalités, un vrai rayonnement international pour cette équipe, pour le CHU de Bordeaux et pour la ville de Bordeaux. Là aujourd'hui, vous avez cette session qui vient d'être ouverte, enfin qui a été ouverte il y a 2 mois pour le mois de mars. Il y a quasiment 30 personnes, une quinzaine de nationalités qui vont venir se déplacer pour faire cette formation. Donc voilà, se former et transmettre, pour nous, ça fait partie intégrante du travail de médecin. L'enrichissement de la pratique du médecin et des professionnels de santé, c'est pas uniquement se former, c'est aussi former, parce qu'en formant, on progresse. J'ai fini. Et notre quête chez Medibox, c'est d'accompagner ces professionnels de santé pour le service des patients. Accueillons maintenant Cécile Viennet, de la Société Prévention. On va commencer par la deuxième. Donc, voilà. Bonsoir.
Donc, e-Prévention, c'est une société, on va commencer par les fondateurs, que j'ai créée en 2010 avec des chirurgiens orthopédistes de Belges et Suisses qui avaient l'idée d'un dispositif de prévention de la fracture de la hanche parce qu'ils voyaient de plus en plus de patients âgés dans leurs hôpitaux qui venaient pour une première fracture, qui revenaient pour une seconde fracture, et à l'issue de la seconde fracture, ces patients devenaient dépendants, avaient souvent des comorbidités importantes et aussi le taux de mortalité lié à la deuxième fracture est un taux très important qui dépasse 60%. Et donc ils ont eu l'idée d'un dispositif qui pouvait résoudre ce problème-là. Donc on a créé ensemble cette société en 2010 et on a choisi de s'implanter à Bordeaux, puisque moi j'étais originaire de la région. On est resté là. Et donc le constat au niveau international, c'est qu'il y a environ plus de 2 millions de fractures de hanches aujourd'hui dans le monde, et puis que c'est un nombre qui va croître de façon exponentielle parce que les populations vieillissent. En Europe, on est déjà vieux. En Asie, ils sont encore plus vieux que nous. Et puis dans tous les pays émergents, les pyramides des âges ont des formes comme ça qui font qu'il y aura aussi beaucoup de patients âgés très bientôt dans les pays émergents. Et comme la population croît, le besoin ne va faire que s'envenimer. Et donc un peu plus tard, en 2014, on s'est aussi intéressé au problème de la fracture vertébrale. Et donc c'est la même chose, c'est énormément de patients qui sont concernés par les fractures vertébrales chaque année. Et le problème des fractures osseuses de fragilité liées à l'ostéoporose, c'est la qualité de vie des patients qui, après avoir eu des fractures, vont avoir donc des comorbidités de la dépendance. La mortalité, j'en ai parlé, et puis surtout un coût important pour la société. Donc on adresse à la fois le côté patient avec essayer d'apporter la qualité de vie aux patients, et puis d'un autre côté, comment faire pour réduire les coûts de santé publique. Donc nos produits, donc le premier produit, c'est donc un implant que l'on va venir placer dans la partie proximale du fémur. C'est un implant en polymère. On a choisi le polymère parce qu'il a des caractéristiques biomécaniques qui sont assez proches de l'os cortical normal. Donc ce que l'on souhaite faire, c'est de la prévention de fractures. Donc on vient renforcer l'os affaibli par l'ostéoporose grâce à cet élément en polymère et on va le combiner à du ciment osseux pour qu'il soit bien ancré dans l'os et qu'il apporte sa performance mécanique. Donc sur la radio, vous voyez en fait les petites taches blanches, c'est le polymère, le ciment PMMA, parce que le polymère est radiotransparent. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de traiter les 25% des patients qui ont une première fracture traitée par un clou, ça s'appelle un clou sur votre droite, c'est le traitement standard, et donc d'éviter la deuxième fracture, d'éviter le traitement par un clou en mettant en place ce petit dispositif. Aujourd'hui, notre produit il est marqué CE. On a eu notre renouvellement, donc on a de belles années de commercialisation du produit prévu en Europe. Il est aussi approuvé par l'Anvisa au Brésil et bien sûr il est porté. Et donc sur cette technologie, en fait, on est les premiers sur le marché. Il y a des concurrents qui réfléchissent à des solutions, mais on est les premiers sur le marché et on a de la chance, la réglementation du dispositif médical se durcit. Et comme nous, on a déjà passé l'étape, voilà, l'écart se creuse entre nous et nos concurrents. Et puis, donc, je vous disais un peu plus tard, on a créé un deuxième produit, on a imaginé un deuxième produit avec cette même technologie qui est d'utiliser ce même matériau combiné également avec du ciment osseux. Donc là, ça n'a rien à voir, le traitement de la fracture de la vertèbre, il y a énormément de produits sur le marché, mais il y avait encore de l'espace pour les innovations. Et notamment, quand on traite des fractures vertébrales, on va traiter une première vertèbre qui est ostéoporotique, et puis quelques semaines ou quelques mois après, les vertèbres du dessous vont se fracturer. C'est pas que le dispositif est mauvais, c'est que la colonne est ostéoporotique dans son ensemble. Donc on a imaginé un dispositif qui allait transférer la charge de la colonne antérieure sur la colonne postérieure, grâce à ce matériau qui est un peu souple. Et donc on a imaginé ce petit implant qui pour l'instant, donc je vous disais, la réglementation se durcit, donc on subit ça aussi. Donc on a besoin de faire des essais cliniques un peu plus longs que prévu pour obtenir le marquage CE de ce dispositif. Et on a démarré là des essais cliniques en France pour obtenir ce marquage CE. Donc nos produits, on les commercialise, enfin notre premier produit, aujourd'hui on le commercialise dans des hôpitaux français, avec des commerciaux qui font de la vente directe. Ça nous permet d'avoir le retour direct de nos utilisateurs. Et puis on a également pu signer des contrats de distribution dans certains pays européens.
et au Brésil. Donc on se développe tranquillement parce que le dispositif de prévention, c'est quand même une innovation de rupture. C'est bien d'être les premiers, mais du coup, tout est à faire. Il faut évangéliser, comprendre, faire accepter le produit. Donc ça progresse. Et puis, pour faire court et pour finir, on a fait partie du top 20 des medtech innovantes reçues par le journal Medtech Outlook. Donc, c'était une petite nouvelle. Nous accueillons maintenant Thibaut Koch, de la société Simba. Donc, pour présenter Simba, j'ai essayé de faire quelque chose de rapide et succinct. Donc, on est un bureau d'études mécatroniques, on développe des machines numériques et des systèmes connectés. Et on a une activité spécifique réalité augmentée pour l'industrie 4.0. Donc, c'est ça que je vais vous présenter ce soir. Donc, l'activité solution réalité augmentée à l'industrie 4.0, ça veut dire que notre bureau d'études conception va valoriser toutes les conceptions mécaniques et électroniques en animation réalité augmentée pour pouvoir apporter de la valeur dès la digitalisation du projet. Donc sur la réalité augmentée, on est 3. On a un développeur, un infographiste qui nous assiste sur ça. Et notre localisation, c'est l'unité de Bordeaux. On est hébergé au Technoshop. Donc le savoir-faire qu'on a mis en place spécifique sur la réalité augmentée, c'est on a mis en place tout un process pour rapidement pouvoir digitaliser une procédure de formation. Et on a mis en place aussi des technologies de reconnaissance d'images sur l'inox, qui est une problématique spécifique pour la réalité augmentée. Donc notre marché sur la réalité augmentée, c'est les usines, les sites de production, les entreprises de maintenance industrielle et aussi les centres de formation, notamment tout ce qui va être sur les machines, les formations au poste ou formations sur les systèmes embarqués pour expliquer le mode de fonctionnement, comment utiliser. Donc on a un partenariat avec l'unité de Bordeaux depuis 2 ans. Ils nous ont accompagnés même avant la création du projet. Donc la start-up est montée depuis 9 mois. Et on a un partenariat maintenant avec Siemens sur toute la chaîne digitale, ce qui nous permet de proposer des solutions viables sur le long terme, avec tout le support Siemens sur la partie gestion des fichiers, interaction avec les ERP et toute la chaîne d'information de l'entreprise. Donc nous, nos projets actuels pour l'année 2019, c'est de développer un système connecté qui interagit avec notre application de réalité augmentée. Donc c'est un dispositif clé dynamique connecté. Et après, on a un projet d'étude avec l'ANAPI, qui encadre des personnes handicapées par le travail. Et donc on a un projet d'étude sur l'apport de la réalité augmentée sur la formation. Voilà, 2 grands projets pour cette année. Donc là on a une petite présentation photo de notre dernier forum, où donc on a un système qui permet, grâce à juste un téléphone portable et un cardboard, de former l'opérateur sur par exemple du montage du manufacturing. Voilà, donc on a eu une petite démo qui s'est passée en décembre. Voilà. Maintenant, nous accueillons Maxime Fega de la société Tricor. Donc, félicitations pour votre récente levée de fonds. Ça fait partie de l'actualité de l'entreprise. Voilà. Bonjour à tous, merci pour l'organisation de cet événement et de m'avoir invité. On a été accompagné depuis notre arrivée à Bordeaux par Unitech. On avait déjà été
invité à présenter dans un événement du GIPSO, et on a aussi la SAT qui nous a accompagnés très fort dans la dernière année. Donc l'activité de Trifrog, c'est une start-up qui vient à peine d'être créée. On a créé fin novembre. On vient de faire un premier tour de financement de 600 000 € pour lancer la machine, parce qu'on a vu beaucoup là d'intervenants avec des changements de pratiques dans le domaine du médical. Trifrog s'inscrit aussi dans la logique, mais Trifrog c'est vraiment une start-up industrielle. Donc qui dit industriel dit des coûts de développement importants, et en plus dans la biologie. Voilà. Donc ce qu'on fait nous, c'est de la production de cellules humaines en vue d'applications thérapeutiques. Moi personnellement ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine des cellules pluripotentes, du côté académique, et je me suis rendu compte depuis le début de mon parcours que la promesse de la médecine régénérative devait passer par une révolution des pratiques de production si on voulait pouvoir rentrer réellement dans l'industrie pharmaceutique et se rapprocher du patient. Donc là, depuis la création, on arrive là tout juste sur le 1er février à 7 salariés dans Trifrog. On va passer de 2 à 7. Et on est à Bordeaux. On était à l'Institut d'optique d'Aquitaine, notamment pendant la maturation, pendant les 3 ans de développement depuis notre arrivée à Bordeaux. Et on va passer sur le campus de Pellegrin à la NSTBB, qui nous a déjà fourni les 2 premiers emplois. Donc oui, on a une technologie brevetée qu'on appelle système. Donc système pour en fait le C pour capsule, parce qu'en fait on résout un problème de manufacturing dans les cellules pluripotentes, qui est que les cellules pluripotentes sont fragiles, que les véritables outils de production de la bioproduction sont les bioréacteurs, et qu'il faut arriver à faire un fit entre des cellules fragiles et les bioréacteurs. Et le système, c'est des capsules qui contiennent des cellules souches, en anglais c'est stem cells, c'est pour ça qu'on appelle ça système. Il y a un clin d'œil avec le concept de système. Donc j'ai mis une petite slide aussi pour informer un petit peu du parcours de Trifrog. On est arrivé en 2015 à Bordeaux. J'ai vu Cécile Balcon d'ailleurs de Bordeaux Invest avant même d'être arrivé à Bordeaux. Après on a été accueillis notamment par Unitech, Marie Catoire, qui a été un soutien vraiment important. On a été financé au début par l'initiative d'excellence de l'Université de Bordeaux, puis par la prématuration de l'Institut national de physique du CNRS. Et on a fait très rapidement une première mondiale qui est la greffe de neurones à partir de cellules pluripotentes. Donc en fait, il faut savoir que jusqu'à l'intervention de Trifrog, il n'y avait aucune technologie qui permettait de greffer des neurones, de greffer des progéniteurs. Ça pose plein de problèmes. Je ne vais pas exposer ici des risques cancéreux, des pertes de qualité sur les greffes. Et on a fait vraiment une nouvelle approche de physique et de biologie pour pouvoir greffer des neurones dans la maladie de Parkinson, qui est une maladie où les neurones sont perdus. Donc on a fait la preuve de concept chez le rat de l'effet de cette thérapie qui rattrape et qui dépasse ce qui a été fait au niveau international dans les 15 à 25 dernières années. Ensuite, on a eu la chance d'être accompagné notamment par Unitech, mais pas que, par la SAT pour préparer le concours iLab qu'on a gagné. On a été grand lauréat. Donc c'était un sacré coup de boost pour la startup. Et on a cette année fait un tour de seed donc de 400 000 € de financement Harmonie et de 200 000 € d'apport en industrie issu de l'investissement de la SAT. Et ça nous a permis de délivrer notre premier batch de cellules à Imagine, donc c'est l'hôpital Necker enfants malades, pour un total de 300 millions de cellules, ce qui représente quand même un chiffre d'affaires non réalisé puisque la boîte n'était pas créée. C'était un petit peu un échange pétrole contre nourriture avec l'Institut Imagine de 300 000 € de valeur commerciale. Et donc là, je reviens juste de Paris là, et on est en plein
un travail pour anticiper une levée de fonds qu'on espère faire avant la mi-2019 de 5 millions d'euros pour vraiment lancer l'activité de Trifrog. Donc le marché, c'est celui des productions cellulaires. Il faut savoir que c'est un marché dans lequel il y a une véritable douleur de production. C'est vraiment, pour citer un des interlocuteurs qu'on a eu à Paris cette semaine, alors c'est l'anglais, donc je vais passer en français, la production, la bioproduction, c'est vraiment le nerf de la guerre des thérapies cellulaires. C'est là que la stratégie se place. Et c'est le product development et le biomanufacturing qui sont vraiment au cœur des problématiques aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve, c'est le Cell4Cure qui a été racheté par Sanofi parce qu'ils avaient la capacité de produire les CAR-T, qui sont un peu la première vague de thérapie cellulaire, la frontière entre l'onco et la thérapie cellulaire. En termes de partenaires, on est accompagné par BPI France à travers iLab, Imagine, je vous ai parlé un petit peu de notre interaction, et l'Université de Bordeaux avec qui on a une relation privilégiée de par les 3 années qu'on a passées ici à développer en amont de la start-up. Donc qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des co-développements en thérapie cellulaire. On est déjà relativement contactés. Je pense que ici, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent être intéressées. D'ailleurs, pour information, au cours de ma thèse, j'ai développé un protocole de différenciation de cellules qui a été racheté par Roche pour 8 millions d'euros. Donc je suis déjà passé par là. Mais donc, vraiment l'idée de Trifrog, c'est de mettre à disposition des thérapies cellulaires une capacité de production qui permet d'avoir des prix in fine pour le patient et pour les systèmes de santé qui soient compatibles avec les promesses de la thérapie cellulaire. J'ai une petite vidéo. For thousands of years, humans have been using nature, and mainly plants, to treat diseases. But with the advent of chemistry, plants were replaced by chemical plants producing pills. At the end of the 20th century, a shift took place within the pharmaceutical industry towards bioproduction. Cells are now used as microscale medicinal factories. And here come cell therapies. Since Shinya Yamanaka won the Nobel Prize in 2012, we can directly replace sick or aged cells using stem cells, which are turned into the desired cell type and implanted in the body. Cell therapies are therefore opening a new era for medicine. There is now hope for a regenerative strategy to cure chronic diseases such as Parkinson's, diabetes, heart failure. However, there is a major drawback. Pluripotent stem cells, that are the raw material for cell therapies, are very fragile and difficult to culture at an industrial scale. For now, stem cells have been grown in 2D at the bottom of a plastic dish. The process is long, does not deliver healthy cells, and requires a lot of space. To grow only one liver with this technology, you would need the equivalent of a football field. At Trifrog, we only need a small bioreactor. And because our technology is faster, we can deliver fresher cells that'll perform better in the body. So, what's our secret? We invented a 3D cell structure system that closely mimics the body's physiology. This new technology enables to mass-produce stem cells with an industrial-grade quality. Our goal is to make cell therapies accessible to all. We are building a stem cell factory to treat millions of patients. Trifrog, cell therapy for all. N'était pas traduite en français pour ça. Vous la trouverez, elle est en ligne sur YouTube. Oui, Oui, bon. Je la mettrai en... Écoutez, merci de votre attention. Vu l'heure, je ne sais pas si on laisse la place à quelques questions. Ou je pense qu'on va profiter du cocktail pour que chacun puisse pencher à faire le final qui intéresse beaucoup. Merci. Et donc, dans la pièce à côté pour...